Je voulais vous parler des problématiques des couples qui sont à moitié composés des gens atypiques et des incompréhensions, des éperditions qui se passent entre les gens dans ces couples-là. C'est un sujet qui est très vaste, qui est assez compliqué, qui n'est pas encore forcément prouvé, on va dire, par la science. Pourquoi j'ai voulu en parler? Puisque de manière assez indirecte et surtout assez inattendue pour moi, j'ai récemment travaillé avec un couple comme ça et je les connais très peu, mais j'ai observé en fait un malaise, une perte de repères pour l'un comme pour l'autre. Surtout au moment lorsque j'ai essayé de leur expliquer en fait dans quelle configuration ils se trouvent déjà depuis quelques années, et j'ai vu cette incompréhension, cette difficulté de croire en fait en réalité qu'on annonce à ces gens-là. Et malgré une multitude d'informations qui est déjà présente sur Internet sur le sujet, toute une multitude de livres, d'articles, de vidéos, il y a encore énormément de gens qui ne connaissent pas le sujet. Beaucoup de gens tombent des nues lorsqu'ils apprennent ça. Et étant confronté à cette situation, j'ai voulu faire ce débroussaillage en vidéo, une petite vulgarisation. Je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, je n'ai pas écrit le texte, je n'ai même pas fait de plan. Je filme ça comme c'est, donc probablement ça sera très brouillon, mais sachant que le sujet est assez complexe, assez atypique dans tous les sens du terme, à mon avis, ça sera compliqué que je m'astreigne à peine 5 ou 10 minutes. Enfin bref, on va voir. Donc, qu'est-ce que c'est que l'atypisme? Personnellement, il y a déjà 4 articles en français sur mon site newpointdeview.com. Si vous tapez newpointdeview.com/tag/atypique au pluriel, vous pouvez lire, d'ailleurs je vous invite très vivement à lire ces articles. Ces articles ne traitent pas forcément, ils ne parlent pas des problématiques de couple avec des gens atypiques dedans. Ils parlent des sujets, on va dire, adjacents, des sujets complètement différents, comme notamment la sapiosexualité ou, par exemple, la première entreprise pour les surdoués. Cet article, je l'ai écrit en été 2014, ça fait déjà 7 ans. Et ce qui est assez intéressant pour moi-même en tout cas, c'est que, ayant traité cet article pour la première fois il y a 7 ans, je me rends compte que, avant de l'avoir couché sur le papier, enfin en l'occurrence sur les écrans, sur vos écrans, ce sujet gambergeait dans mon esprit pendant au moins 10 ans, ce qui amène finalement la réflexion sur le sujet, en tout cas dans ma tête, à un petit délai d'environ 17 ans, ce qui est pas mal. Pourquoi je vous raconte tout ça? En fait, pour rien, ça n'intéresse personne. Je vous invite simplement à lire ces articles si vous savez encore lire, ou si vous savez déjà lire. Lisez-les, je pense qu'ils vous apporteront pas mal de détails, pas mal de pièces supplémentaires qui vous permettront à comprendre ce sujet davantage, puisque ces articles sont quand même plus construits que cette vidéo brouillon que je suis en train de faire. Donc la sapiosexualité est première entreprise de surdoués, même si finalement aujourd'hui je me pose vraiment la question si une entreprise composée que de surdoués serait réellement possible et réalisable, peut-être pas. Bref, c'est un sujet complètement à part qui serait à débattre. Donc qui sont les gens atypiques? On les appelle très différemment sur Internet, il y a tout un tas de synonymes, et le tout premier synonyme à partir duquel en fait tout est parti à la base, c'est la surdouance, les gens surdoués. Or, il faut savoir que ce terme-là, pour la première fois, si ma mémoire est bonne, a été employé juste après la guerre, en 1946 je crois, par un francophone, probablement un Suisse, peut-être un Français, je ne me souviens plus, qui a traduit en fait le terme anglais gifted children, gifted people, par cette surdouance, par les enfants surdoués. Et finalement, la traduction qu'il a utilisée, en tout cas le mot qu'il a choisi en français, n'est pas, selon moi, du tout adapté à cette population de gens. C'est que ces gens-là, ils ne sont pas tellement surdoués qu'ils sont la plupart du temps sous-doués. Donc c'est vraiment la préposition avant la racine du mot doué, douance. Donc ces gens-là seraient plutôt sous-doués que surdoués. Bref. Et donc, aujourd'hui, en dehors des surdoués, en dehors des atypiques tels que moi je les appelle, je les qualifie, il y a tout un tas d'autres synonymes. On appelle les HPI,
les hypersensibles. Bon, bref, je ne vais pas tous les lister. Si vous voulez, vous tapez dans Google, vous allez trouver une liste, je pense, de loin non exhaustive de cette terminologie. Et il y a justement un des termes que personnellement je ne supporte absolument pas, qui s'appelle les zèbres. On appelle cette population des gens des zèbres. Le terme appartient à Diane Siofachin, une psychologue spécialisée justement dans le sujet des surdoués marseillaise. Ce terme qu'elle a employé pour la première fois dans son livre, qu'elle assoit assez bien et de manière cohérente et logique, elle explique pourquoi elle appelle cette population de gens de zèbres, mais je ne suis absolument pas d'accord. Je n'aime pas du tout ce mot, et je lui préfère largement le terme atypique, atypisme, donc des gens atypiques, et c'est précisément le mot que j'ai essayé d'apporter, on va dire, sur Internet francophone et russophone aussi. Et je pense, j'ai l'impression que ce mot-là a pris un peu parce que, pour mon très grand étonnement, il y a quelque temps, j'ai découvert que ce mot, finalement, ce terme était employé, était utilisé beaucoup plus rarement que le terme de zèbre d'HPI, mais il était utilisé en tout cas sur le site, sur le web francophone, dans d'autres articles, sur d'autres sites internet, sur les plateformes, etc. Bref, donc je serais assez content que ce terme-là puisse prendre davantage que les zèbres, les HPI et tous les autres. Pourquoi? J'explique, c'est justement en partie, je pense que c'était une des raisons de mon blabla face à la caméra tout seul. Ces gens-là, premièrement, ils représentent une minorité absolue dans notre société. Dans des livres comme celui de Diane Siofachin ou d'autres, je pense trop, etc. Il y a toute une pléthore maintenant de littérature sur le sujet. On parle de à peu près 2 à 3% de la population mondiale qui serait représentée par ces gens atypiques, ou par ces gens surdoués, si on veut. Selon moi, d'après mon observation, puisque j'observe le phénomène déjà depuis assez longtemps, depuis 2014, lorsque j'ai publié mon premier article, La première entreprise des surdoués, qui d'ailleurs était paru aussi dans Les Échos, entre autres, et je pense que finalement, ce pourcentage, pour l'instant, on ne peut pas démembrer vraiment, on ne peut pas comptabiliser, il n'y a pas de statistiques qui seraient menées dans le monde pour définir le chiffre précis des gens atypiques. Mais selon moi, le pourcentage devrait dépasser celui qu'on imaginait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il doit être au-delà de 2, 3, peut-être 5, peut-être même plus %, je ne sais pas, puisque paradoxalement, je rencontre de plus en plus de gens atypiques. Je les vois pratiquement partout, et vraiment de plus en plus. Bref, donc pourquoi atypique? Puisque ces gens-là, ils ne pensent pas comme la majorité de gens. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le terme surdoué n'est vraiment pas adapté, en tout cas selon moi, et je ne suis pas le seul à le penser. N'importe quel atypique, d'ailleurs, à qui vous poserez la question s'il se considère comme surdoué, il vous rigolera au nez, ce qui est parfaitement normal. C'est qu'il ne s'agit pas d'une surdouance, mais il s'agit vraiment d'une autre façon de penser. C'est-à-dire que les gens atypiques, ils ne pensent pas, leurs circuits cérébraux ne sont pas aménagés, construits, organisés de la même manière que on va dire, 95% de la population terrestre. Ils pensent différemment, ils sont sentimentalement, et même, je dirais, corporellement, quoi. Ils sont beaucoup plus sensibles, extrêmement plus sensibles que la majorité de gens. Et pour ceux qui ne sont pas atypiques, ne le prenez pas mal, mais vous ne comprendrez jamais ce qui se passe dans la tête d'un atypique. Vous ne comprendrez jamais ce que c'est que d'être ultra, très, méga sensible. C'est-à-dire que un atypique est capable de se mettre dans tous ces états, de pleurer, de trembler, de ressentir un sentiment de compassion, par exemple, pour quelqu'un, pour un souci de quelqu'un d'autre. Toute sensation chez un atypique est décuplée. Elle est extrêmement plus forte. Et par là même, en expliquant, en fait, en essayant en tout cas de mettre les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, en expliquant qui sont ces atypiques, j'entame justement cette explication pour les couples dans lesquels il y en a un qui est atypique et l'autre ne l'est pas, et donc celui qui ne l'est pas ne comprend absolument pas le fonctionnement de l'autre, et pourtant
Ces deux personnes-là s'aiment. Ces deux personnes-là ont besoin l'un de l'autre. Mais ils ne se comprennent pas puisque leur fonctionnement est différent. Ce ne sont pas, je veux dire, les atypiques ne sont pas des extraterrestres, bien que parfois on puisse envisager cette possibilité. Mais pourquoi je saute vraiment du coq à l'âne, pardon, je fais tout ce que je peux. En fait, je pense à ce couple avec qui j'étais en contact. J'ai vu leur désolation l'un comme l'autre, leur éperdition en fait. N'oublions pas que le système de merde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est le néo-capitalisme, à ne pas confondre avec le capitalisme, deux choses complètement différentes, en tout cas selon moi, et je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Donc ce système de merde, en fait, il essaie de nous convaincre, déjà depuis quelques décennies, que nous sommes tous profondément individualistes, anthropologiquement parlant. Or c'est complètement faux, puisque nous sommes des animaux sociaux. Et à partir du moment où nous sommes des animaux sociaux, donc nous avons besoin de la sociabilité et on a besoin de l'autre. Cet autre, ça peut être elle ou il, dans le couple, tout comme ça peut être aussi la société autour de nous, des amis, des collègues, ou bien la société tout court, à condition que cette société, bien sûr, soit bienveillante. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Mélangeons pas les choux et les carottes. Et donc, dans ce couple où tous les deux s'aiment, et je leur ai posé des questions à dessein pour comprendre qu'est-ce qui faisait que, malgré toutes leurs incompréhensions, toutes leurs difficultés, toutes leurs péripéties, on va dire, de la vie, ils ne se séparent pas. Et l'un comme l'autre m'ont dit que, en dehors du fait que je l'aime, en dehors du fait que j'ai besoin de lui ou d'elle, l'un et l'autre pensent qu'ils ne trouveront pas quelqu'un de semblable s'ils se séparaient. Donc finalement, ils tiennent absolument à rester ensemble, mais ils ont du mal, ils n'y arrivent pas puisqu'ils ne se comprennent pas. Il y a tout un tas de mécanismes qu'ils ne comprennent pas. Et c'est ça qui arrive. C'est ça qui est le plus désolant, on va dire, pour des couples dans lesquels, encore une fois, je répète, l'un est atypique et l'autre ne l'est pas. Bien sûr, il faudra beaucoup d'efforts, en fait, de l'un comme de l'autre pour faire vivre ces deux entités assez différentes, ces deux entités avec des organisations cérébrales différentes, ces deux entités dont la sensibilité est différente. Il faudra pas mal d'efforts. Mais donc je reviens sur la définition des atypiques. En dehors de leur sensibilité, en dehors de leur façon de réfléchir, de penser différente de, on va dire, 95 ou peut-être de 90% de la population terrestre. Je ne sais pas, comme je le dis, on n'a pas de chiffre exact et je ne sais pas si un jour on en aurait, ça m'étonnerait. On ne peut que faire des estimations avec une approximation approximative. Ces gens-là aussi sont atypiques de par leur façon d'envisager le monde, de par leur façon d'analyser les gens, leurs semblables, de par leur façon de travailler, de par tout en fait. Ils sont vraiment atypiques dans tout, même si physiquement, lorsqu'on les regarde, ils sont comme tout le monde, une tête, deux bras, deux jambes. Physiquement, tout paraîtrait pareil. Or, il n'en est rien en réalité. Et ces gens atypiques sont extrêmement fragiles. Et leur fragilité peut être constatée, visible, voire palpable pratiquement à tous les niveaux de la vie, au quotidien. Ces gens ont beaucoup de mal à s'intégrer dans la société et je pense que c'est leur difficulté, voire leur malheur de vie principal, puisque c'est justement pour ça que j'ai employé, moi, ce terme d'atypicité, comme je l'appelle. Le terme atypicité, bien sûr, n'existe pas dans Larousse, mais je l'utilise puisque je le vaux bien. Et cet atypisme, pour moi en tout cas, en dehors de leur façon différente de penser, de sentir, d'envisager le monde, etc., c'est qu'ils sont à la marge de la société, ce sont des marginaux. Aussi désolant que ça puisse sonner à l'oreille, mais ces gens-là sont vraiment des marginaux puisqu'ils représentent une minorité absolue. Et puisqu'ils sont une minorité, automatiquement, ils ne sont pas compris par la majorité. L'organisation sociale, sociétale, est forcément faite depuis la nuit des temps, elle est organisée, elle est faite pour des gens, on va dire, typiques, normaux.
d'accord? Ou bien des neurotypiques, comme on les appelle aussi dans la littérature traitant du sujet de la surdouance, des HPI, des zèbres, etc. Donc, le monde est organisé en fonction des neurotypiques. Donc, vous imaginez bien que ceux qui ne sont pas neurotypiques, donc les neuroatypiques, ils ne s'y sentent pas dans leur assiette dans cette organisation sociale. Et ils en souffrent énormément puisque, comme je l'ai dit, ils ne sont pas compris par la majorité et ils sont la plupart du temps rejetés des entreprises, des écoles, des familles, des cercles amicaux, de partout. Je pense, moi, que chaque introverte n'est pas forcément atypique. En revanche, c'est toujours moi qui le dis, si ce n'est pas 100%, alors au moins 99% d'atypiques sont des introvertes. Ils sont introvertis. Ce degré d'être introverti, en fait, il sera différent d'une personne à l'autre. Je parle toujours des atypiques, bien sûr. Certains passeront pratiquement toute leur vie enfermés, peut-être, je ne sais pas, dans une cabane avec des moutons quelque part au fin fond de Larzac, peut-être enfermés dans un appartement, peut-être partiront-ils, je ne sais pas, vivre sur une île déserte si les moyens leur permettent. Là, je dis vraiment n'importe quoi. Mais en tout cas, le côté introverti des atypiques, selon moi, c'est un des premiers problèmes que rencontrent les couples dans lesquels, assez souvent, celui qui n'est pas atypique est extroverti. C'est, on va dire, la configuration qui, je pense, qui est la plus fréquente, finalement, dans les couples, et qui fait le plus de mal à l'un comme à l'autre. Pourquoi ? Pourquoi celui qui est extroverti souffre du fait que son compagnon ou sa compagne est introverti? Eh bien, parce que l'atypique, il ne fonctionne pas à la même vitesse à laquelle fonctionne l'extroverti. L'atypique n'a pas du tout les mêmes besoins de socialisation que le neurotypique. L'atypique, il va avoir tendance à se concentrer, être enfermé sur lui-même. Mais ça ne veut dire pas qu'il est extrêmement timide ou qu'il est complètement anormal, voire débile. C'est juste que l'atypique, il va avoir tendance à beaucoup penser, à pas mal lire, voire énormément lire. Il va avoir tendance à ne pas vraiment passer beaucoup de temps dans un cercle familial ou avec des collègues. Il va préférer, par exemple, travailler de chez lui. Bon, parler aujourd'hui d'une préférence de travailler à distance, ça peut paraître ridicule à l'heure où je vous parle. Après un an de Covid, je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. Donc le travail à distance, finalement, aujourd'hui, je pense qu'il est préféré par beaucoup de monde, y compris par les non-atypiques. Mais l'atypique, le surdoué, le zèbre, le HPI, l'hypersensible, il va préférer rester la plupart du temps seul parce qu'il a besoin de réfléchir, parce qu'il a besoin d'analyser. C'est un processus qu'il n'arrive pas à arrêter dans sa tête. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Jamais. Même la nuit. Il pense tout le temps. Et il ne sait pas débrancher ce processus. Il y aurait tellement de choses à dire sur ces couples, sur leurs difficultés, sur leur incompréhension. La première chose, selon moi, bien sûr, comme dans ce couple avec qui j'étais en contact, avec qui j'ai travaillé, c'est bien sûr avant tout, il faut que l'atypique lui-même sache, qu'il comprenne d'où il vient, à quelle population il appartient et comment elle fonctionne. Il faut, dans le sens littéral du terme, il faut qu'il mette les mots MOTS sur les mots MAUX pour qu'il comprenne que ce que lui arrive n'est pas anormal, qu'il n'est pas débile, qu'il n'est pas un rejet de la société. Il est simplement comme ça, il est né comme ça. On ne devient pas atypique, on le naît. D'ailleurs, ça je l'explique dans un de mes articles si vous voulez bien les lire. Et à partir du moment où l'atypique s'accepte tel qu'il est, ou en tout cas il comprend en fait son fonctionnement de l'intérieur, il comprend qui il est et pourquoi il est comme ça, eh bien ça change complètement en fait sa façon de regarder le monde autour de lui et sa façon de regarder les gens qui sont autour de lui, donc en l'occurrence
son binôme du couple, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis, qu'il soit homme ou femme, bien sûr. Là, pour le coup, le sexe n'a absolument aucune incidence sur l'atypisme. Il fonctionne exactement de la même manière chez l'homme comme chez la femme. Et donc, en parallèle de ça, bien sûr, il est aussi très important, pour ne pas dire primordial, oui, je dirais comme ça, que celui qui n'est pas atypique, c'est-à-dire le neurotypique, ben, il doit s'intéresser en fait à c'est quoi l'atypisme. Il doit le comprendre, au moins essayer de le comprendre. Il doit comprendre que ce n'est pas une maladie, que ce n'est pas une anormalité dans le sens péjoratif du terme, que c'est plutôt simplement c'est une autre façon de fonctionner. Je pourrais vous faire une métaphore. Un atypique par rapport à un neurotypique, c'est exactement la même différence qu'il y a une différence entre deux cultures anthropologiquement parlant. Si vous prenez par exemple les Français et si vous prenez, bon, allez, les Russes, moi qui suis russe, pardon, j'ai tapé sur le micro. On ne peut pas dire qu'une culture est meilleure que l'autre ou qu'une culture est pire que l'autre. Elles sont simplement différentes. Ce sont deux organisations sociales différentes, deux façons de vivre, de fonctionner, d'interagir les uns avec les autres, différentes. Mais elles ne sont en aucun cas mieux ou pire. Puisque chaque culture a des points qui sont meilleurs dans d'autres cultures, mais chaque culture, aussi bonne soit-elle, a des points qui sont pires, voire 10 fois pires que dans d'autres cultures. Donc il n'y a pas de pire ou mieux, il y a simplement différent. Eh bien, le neurotypique membre du couple doit absolument comprendre, saisir cette nuance qui est non négligeable, c'est que son compagnon ou sa compagne qui est atypique, elle n'est en aucun cas anormal dans le sens négatif du terme. Il est ou elle simplement est différent, différente. Et cette différence, si elle n'est pas comprise, si elle n'est pas appréhendée, si elle n'est pas discutée avec l'autre, si on ne met pas à plat en fait cette différence, et si on n'essaie pas de construire des ponts entre l'un et l'autre au-dessus de cette différence pour pouvoir vivre ensemble, le couple le plus souvent va voler aux éclats. Ce n'est qu'une question de temps. Puisque l'incompréhension, c'est le poison finalement dans un couple. Tout comme l'incompréhension, c'est le poison partout, que ce soit en entreprise ou dans un parcours universitaire. Si vous ne comprenez pas la matière ou quelque chose, eh bien, vous aurez du mal à passer vos partiels et obtenir le diplôme. L'incompréhension, c'est le poison partout. Donc, c'est cette incompréhension-là qu'il faut éradiquer par tous les moyens possibles et abordables. Or, les moyens aujourd'hui ne manquent pas. Il y a beaucoup d'informations sur Internet, il y a beaucoup de livres. Donc, tous les deux dans le couple doivent lire et regarder ces informations-là pour chercher à comprendre en fait le fonctionnement, le sien et celui de l'autre. Et ensuite, il faut simplement essayer de conjuguer ces deux comportements, ces deux façons de voir le monde, ces deux façons d'être. Et tout va passer par cette compréhension. Et la compréhension ne pourrait ou ne pourra apparaître ou être construite, fondée que sur ce pont que les deux vont essayer de construire, chacun en essayant de partir de sa propre rive en direction de l'autre. Il faut que ce pont-là, il soit construit des deux côtés simultanément. C'est d'ailleurs la technique de la construction des ponts, d'après mes maigres connaissances en architecture et en génie civil. Les ponts se construisent de cette manière-là et ils se rejoignent au milieu. Eh bien, la construction de cette compréhension doit se faire exactement de la même manière. Il y a des psychologues spécialisés dans le domaine, il y a des coachs. Bon, après, il faut savoir si ces coachs sont bons ou pas, s'ils savent de quoi ils parlent ou pas, mais surtout ce que je conseillerais. Si vous faites appel à un professionnel, quel qu'il soit, qu'il se présente en tant que coach, en tant que psychologue, en tant que médiateur, en tant que je sais pas qui encore, il faut avant tout qu'il sache, qu'il connaisse le sujet de l'atypisme. S'il ne le connaît pas de l'intérieur, s'il ne comprend pas les mécanismes de fonctionnement de l'atypisme, si ce psychologue, coach, médiateur est un typique représentant des neurotypiques, j'ai envie de vous dire fuyez.
cette personne ne pourra, à mon sens, jamais comprendre tous les tenants et aboutissants et surtout toutes les difficultés du fonctionnement de l'atypique. De la même manière que je ne suis pas le seul à le dire, pas mal de livres déjà parlent de ça depuis plusieurs années en disant que les neurotypiques ne pourront jamais, malheureusement c'est comme ça, hein, on n'y est pour rien, les neurotypiques ne pourront jamais comprendre ce qui se passe dans la tête d'un atypique. Puisque cet atypisme, cette construction cérébrale dont dépend aussi l'hypersensibilité et toutes les choses qui en découlent, en fait, cet atypisme, c'est pour ça qu'il est atypisme, c'est pour ça que j'ai choisi à utiliser ce terme plutôt que les zèbres, les HPI, les surdoués, etc., etc. C'est que cet atypisme, il sort de l'ordinaire, en fait. Il sort de ces 90 ou peut-être de ces 95% de la population. Il sort de ce cadre social pour lequel et dans lequel tout était construit par les et pour les neurotypiques. Je pense que je vais m'arrêter là. Et comme dit un humoriste français, aimez-vous les uns dans les autres.